Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire Trendchecker dédié à l'étude des tendances de consommation par Seaways. Je suis Eva Leclic, je suis la responsable de communication de Seaways et aujourd'hui avec Grégoire Mialet, associé Seaways, nous allons vous présenter les tendances qui survivront à la crise du Covid-19. Bonjour Grégoire. Bonjour Eva, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour pour ce nouvel épisode de Trendchecker, l'étude des tendances de consommation par Seaways. Alors, c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui, première fois de l'année. Eh bien, on a beaucoup de choses à se raconter parce qu'il s'est passé encore beaucoup de choses. Un univers encore très, très incertain. On va vous parler des tendances de consommation sur le marché français aujourd'hui. Et on va essayer de décrypter ensemble ces grandes tendances de consommation et notamment celles qui survivront à la crise, à cette crise qui dure, qui perdure, qui s'éternise, dont on ne voit pas vraiment le bout. Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais vous le savez, chez Seaways, on a certains éléments, on a notamment des analyses, des données qui nous permettront d'en savoir un petit peu plus sur les événements qui vont arriver dans les comportements de vos consommateurs dans les prochains mois, vous montrer un petit peu la lumière au bout du tunnel. Voilà, donc on va utiliser l'ensemble de ces données pour identifier les principales tendances qui survivront à la crise de la Covid-19. Alors, dans l'heure qui nous vient, on va d'abord se concentrer sur l'analyse des éléments de contexte. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à se dire dans cette analyse. C'est une approche conforme à la méthode prospective qu'on souhaite vous proposer aujourd'hui, c'est-à-dire de vraiment comprendre quels sont les drivers qui sont aujourd'hui en train de se mettre en œuvre dans la société française principalement, qu'elles soient économiques, qu'elles soient démographiques, qu'elles soient sociétales, pour comprendre quels sont vraiment les moteurs des tendances. Donc, c'est ça sur lequel on va s'attacher dans la première partie. Et puis, dans une deuxième partie, on regardera les 5 grandes tendances qu'on a souhaité mettre en avant et qui donc reposent sur ces facteurs. Et donc, on peut penser qu'elles vont perdurer dans les mois et les années à venir et sur lesquelles il faut que vous soyez particulièrement attentifs auprès de vos consommateurs. Une dernière partie qui sera dédiée aux questions-réponses. À ce titre, n'hésitez pas à poser vos questions dans la petite section dédiée à cet effet. Il y a une section spécifique pour les questions. Tout au long de la présentation, vous pouvez poser les questions dans cette section-là et nous aurons le temps d'y revenir en fin de présentation. Alors, simplement un mot pour ceux qui nous connaissent, vous savez très bien la façon dont on fonctionne aujourd'hui sur les sources et les données qu'on va utiliser dans cette étude. Vous allez voir beaucoup de chiffres. C'est notre ADN de toujours essayer de factualiser ces tendances, de leur donner un petit peu de corps pour comprendre vraiment comment elles se structurent. Vous avez sans doute des pressentiments, vous voyez des choses auprès de vos clients dans vos réseaux. Eh bien, on va essayer de vous donner un petit peu de corps par rapport aux tendances que vous identifiez, que vous observez ou que vous anticipez. Ces données, elles sont issues d'un panel très large de sources, à la fois des sources qu'on va récupérer sur les moteurs digitaux, donc les moteurs de recherche notamment. En France, c'est principalement Google, et les réseaux sociaux. Donc, ce sont des données que nous récupérons tous les jours, toutes les nuits, et que nos data scientists, nos data analystes récupèrent, analysent, structurent pour essayer d'identifier dans tout ce volume de données les tendances qui émergent, les tendances de consommation, les tendances de marque, les tendances de produits qui sont relayées par vos consommateurs. Et puis, on va aussi, vous allez le voir dans les sources qu'on va vous proposer, avoir énormément de sites spécialisés. On va parler des données qu'on récupère sur Le Bon Coin, sur Doctissimo, sur ce type de site, ou sur des sites spécialisés, par exemple, dans la mode. Et puis, nos partenaires panélistes également nous fournissent un certain nombre de données qui seront aussi intéressantes pour comprendre l'opinion des Français par rapport à ces tendances de consommation. Et bien sûr, l'open data, dans lequel on va régulièrement s'alimenter pour factualiser également ces phénomènes. La petite clé lecture en bas, quand vous voyez ce chiffre, c'est que nous avons compilé l'ensemble de ces données avec cet indicateur composite de croissance sur l'évolution du nombre de mentions par rapport à la même période l'an dernier. Donc, la même période l'an dernier, c'était la période qui était juste avant le début de la crise du Covid, pour avoir vraiment des éléments de comparaison entre cette période janvier-février 2020 et celle que nous venons de vivre, qui est une période dans laquelle il n'y avait pas de confinement. La lecture est toujours difficile avec ces périodes de confinement, mais on a beaucoup travaillé plutôt sur janvier-février, une période dans laquelle il n'y avait pas de confinement, mais effectivement quand même quelques restrictions sanitaires en cours sur le territoire français. Alors, on va parler un petit peu des éléments de contexte. On a appelé une crise qui s'ancre dans nos habitudes. Effectivement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, un an après. Le bilan qu'on peut faire, c'est qu'on commence à s'habituer finalement à cette crise.
Alors, on va le voir, il y a évidemment une certaine forme de lassitude, mais une crise qui s'ancre dans les habitudes, c'est presque une oxymore, puisque par définition, la crise, elle a produit un effet particulièrement important sur nos comportements de consommation, mais aussi sur notre mental, sur notre façon de voir la société. Et on voit qu'on commence à s'adapter à ce contexte-là, ce qui peut avoir évidemment des impacts structurels à long terme. Et c'est ces impacts-là qu'on va essayer d'identifier et qu'il faut pour vous, sur lesquels il faut être particulièrement attentif. Alors, on va parcourir rapidement l'ensemble des drivers. Le premier, c'est évidemment le driver économique. C'est la reprise économique que tout le monde attend après cette année 2020 dévastatrice. Vous voyez ici les prévisions qui sont proposées par le FMI et l'INSEE sur les différentes zones dans le monde, dans la zone euro, en France. Effectivement, en France, on a eu donc, un PIB qui a reculé de 9%, donc la production de richesse a reculé de 9% en 2020. C'est une performance évidemment extrêmement négative, mais compte tenu du contexte, il y a eu des prévisions qui étaient pires que ce moins 9%. On est un petit peu en dessous de la moyenne européenne. Ce n'est pas tant dû à la gestion de la crise, mais plutôt à la structure de notre PIB, et notamment notre dépendance à des secteurs qui ont été très touchés, comme le secteur du tourisme, de l'événementiel, de la culture, qui sont traditionnellement des secteurs assez forts en France et qui ont été plus touchés par la crise. Concernant la reprise, vous voyez, les hypothèses sont aujourd'hui à 5,5%. Ça nous paraît même un peu optimiste compte tenu des derniers événements en France notamment. Mais on va voir comment ça va évoluer. On va dire que le petit point positif pour vous, c'est qu'à partir de maintenant, quasiment toutes les croissances qu'on va observer par rapport à N-1 vont être positives compte tenu de la situation qu'on a eue l'an dernier. Donc l'effet de base est plutôt positif. Mais vous le voyez, on ne récupérera pas les 9% cette année. On ne les récupérera même pas en 2022. La somme de 2021-2022 va à peu près compenser tout ce qui a été perdu en 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, les 3 années dans lesquelles nous sommes, 2020, 2021, 2022, c'est comme s'il y a eu 3 années blanches finalement pour la croissance économique. Donc ça, c'est assez commun évidemment à l'ensemble des pays qui sont touchés par la Covid-19. Donc des bases très fragiles, le rebond qui se laisse attendre, mais vous le savez, vous en avez beaucoup entendu parler, les plans de relance dans les différents pays particulièrement qui ont en tout cas un optimisme et une vigueur importante. Et puis nous, en France, ce qui était intéressant pour nous de mettre en avant, c'était que sur les 100 milliards qui sont inclus dans le plan France Relance, eh bien, ils sont divisés en 3 à part relativement égales. C'est intéressant d'avoir ça en tête puisqu'on voit bien là où l'État, dont le rôle est évidemment très important dans cette crise, va mettre le poids du corps pour aider les acteurs économiques à se relever de cette crise-là. On voit que le premier aspect, c'est la compétitivité économique, et ça va être principalement sur les TPE et les PME dans la transition numérique. Et évidemment, une baisse des impôts de production, un soutien aux fonds propres pour éviter maximum les défaillances d'entreprise. Le deuxième grand aspect, ça va être la transition écologique, où là, effectivement, le shift va être important. Et on va le voir tout à l'heure, que la sensibilité des citoyens, des consommateurs est importante. Donc, quand il y a une sensibilité des citoyens et qu'il y a une réglementation ou un volontarisme politique, eh bien, il va y avoir des comportements de consommation qui vont changer assez rapidement. Mais ici, on va dire que la transition écologique, elle va se faire surtout par la croissance verte, avec la rénovation, notamment des infrastructures et des transports publics, et puis le grand plan de rénovation énergétique des bâtiments. Ce sont un peu les 2 grands plans qui vont structurer ce plan de relance au niveau écologique. Et puis le troisième plan, c'est la cohésion sociale et territoriale, où là, on va notamment avoir un plan d'aide assez important pour les jeunes, ce qui, évidemment, ont été très touchés par la crise, qui vont leur permettre d'entrer de façon moins douloureuse dans le monde du travail, avec également des soutiens aux collectivités territoriales et évidemment au secteur de la santé. Donc voilà, c'est un plan de relance qui est assez polarisé et qui va aussi avoir un impact sur la façon dont les différents acteurs économiques, les entreprises, vont pouvoir proposer des produits d'innovation sur les marchés de la consommation intérieure. Un mot évidemment donc sur ce marché de la consommation. Là, avec ce premier graphe où on compare la consommation intérieure avec le pouvoir d'achat des ménages, ce qu'on observe évidemment en série longue, c'est qu'il y a une corrélation très nette entre la croissance de la consommation et la croissance du pouvoir d'achat. Dit autrement, quand on va donner aux ménages un petit peu plus de pouvoir d'achat, eh bien, ils vont consommer en proportion du pouvoir d'achat qui leur est donné. Ça, c'est quasi mathématique. Ça, à part dans des rares périodes de crise,
il y a une corrélation très forte. Et là, vous voyez, on parle de crise, 2020, la décorrélation, elle est très importante. On a eu un pouvoir d'achat qui a été quasiment maintenu. Rendez-vous compte, dans le contexte qu'on a vécu, on est à 0, à moins 0,2 selon nos estimations. L'INSEE rendra prochainement le chiffre final, mais on pourrait presque même être positif en termes de pouvoir d'achat sur 2020. Donc, un très fort soutien de l'État-providence pour maintenir le pouvoir d'achat des ménages. En revanche, la consommation, elle a chuté de 7,5%. Ben, évidemment, à partir du moment où vous fermez des magasins et vous confinez la population, les occasions de consommer sont moins nombreuses. Donc, il y a un écart très important, mais qui ne sera pas vraiment résorbé en 2021, comme je l'évoquais. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Français de cet argent qui a été conservé et qu'ils n'ont pas consommé? Ben, évidemment, vous vous en doutez, ils l'ont épargné. Et donc, vous avez ce taux d'épargne qui aujourd'hui a dépassé les 22%, un chiffre qui paraissait complètement saugrenu avant la crise. Et pourtant, voilà, là, on retrouve les 7 points d'écart entre le 15%, qui est traditionnellement le taux d'épargne en France, c'est 15% du revenu disponible brut. Donc, on retrouve ces 7 points à plus de 22% de taux d'épargne en 2020. C'est énorme. Le taux d'épargne est relativement stable. Encore une fois, je le disais, à peu près, quelle que soit l'évolution des salaires et du pouvoir d'achat, on épargne une part relativement stable de ce revenu-là. C'est déjà un des taux les plus élevés en Europe. Eh bien, avec ce 22,5%, on atteint des sommets. Et vous voyez que dans notre projection 2021, on l'a maintenu à un niveau très élevé parce que là encore, compte tenu de l'incertitude, on pense que les Français vont conserver majoritairement cette épargne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au total, on pourrait avoir fin 2021 un solde d'épargne, donc une épargne complémentaire de l'ordre de 200 milliards d'euros. C'est 2 fois le montant du plan France Relance que je viens de vous présenter. Et donc là aussi, c'est ce qu'on a appelé dans le titre un trésor de guerre, puisque notre président considère que nous sommes en guerre. Eh bien, dans une guerre, il y a des trésors de guerre et celui-ci en est probablement un, puisque les ménages français ont beaucoup d'argent sur leur livret A qu'ils n'ont pas réinjecté dans l'économie réelle. Un point, alors évidemment, pourquoi ils ne l'ont pas réinjecté dans l'économie réelle, c'est parce qu'à un certain moment, ils ne le pouvaient pas physiquement. Et puis, évidemment, il y a cette logique de confiance et d'incertitude. Il y a une incertitude qui plane, et quand il y a une incertitude, on crée ce qu'on appelle une épargne de précaution. C'est exactement ce qu'ont fait les ménages français, mais avec quand même un point pour tempérer. Vous voyez cette courbe des confiances de l'indice composite de confiance des ménages qui est en dessous de sa moyenne long terme, ça ne vous surprendra pas, mais qui n'est pas à des niveaux démesurément inférieur à cette moyenne long terme. On est aujourd'hui entre 90 et 95 tout au long de la crise. On a été entre 90 et 95 sur cet indicateur. Vous voyez que par exemple sur la fin 2018, sur la crise des Gilets jaunes, on était en dessous de 90. Et puis si on revenait un petit peu plus loin, dans la crise de la dette, la crise des dettes souveraines en Europe, on était à un niveau de 77, je crois, de mémoire. Donc on a été à des niveaux bien en dessous il n'y a pas si longtemps que ça. Donc finalement, la confiance des ménages, elle n'est pas véritablement rompue. Elle est durablement en dessous de cette tendance long terme, mais elle n'est pas durablement rompue. Et puis un dernier élément qu'on voulait aussi évoquer, c'est cet indicateur de défaillance d'entreprise. On aurait pu prendre d'autres indicateurs, mais simplement pour vous montrer qu'il y a eu effectivement de la part de l'État une intervention importante pour sauver toutes les entreprises qui pouvaient l'être, et une très grande majorité, ce qui fait qu'en 2020, c'est vraiment le paradoxe, on a atteint le niveau le plus bas depuis qu'on suit cet indicateur sur les défaillances d'entreprises. Bon, on ne peut pas dire que les entreprises aient excellé en 2020 compte tenu du contexte, donc ça veut dire que ces entreprises qui auraient dû de toute façon défaillir s'il n'y avait pas eu la crise, elles vont probablement défaillir dans les mois et les années qui viennent. Donc on reporte finalement le problème. C'est ce qui nous laisse à penser qu'il y aura que le deuxième effet qui se coule, malheureusement, il est toujours devant nous, qu'on aura toujours cette problématique économique sur les défaillances d'entreprises, sur le chômage, sur les salaires qui vont arriver dans les mois qui viennent. Alors peut-être que le gouvernement va essayer de les étaler dans le temps, mais elles vont probablement arriver. C'est ce qui fait aussi que les ménages ont cette précaution et cette inquiétude. Alors, que va-t-il arriver dans les mois qui viennent? C'est une question très difficile. On n'a pas de boule de cristal. En revanche, on peut dire des choses peut-être sur l'intensité et la durée de cette crise. Peut-être, je ne sais pas si Éric Champarneau nous entend, est avec nous ce matin. On est ravis de l'accueillir. Éric est associé chez Seaways, il est économiste. Peut-être, Éric, tu peux nous donner, toi, ton avis sur l'évolution des mois qui viennent, sur cette année 2021 et sur la reprise qu'on attend. Est-ce que cette reprise sera aussi forte que tout le monde l'espère ou est-ce qu'il y aura finalement un petit peu un feu de paille
Est-ce que tu nous entends, Eric? Oui, je vous entends. Je partage évidemment ton avis, mon cher Grégoire. La situation est à cela de paradoxal qu'on doit probablement, raisonnablement, se préparer à une envolée de la demande au deuxième semestre. Voilà, on peut prendre un tour assez positif. Toutes les crises ont montré, et les crises récentes ou celles à travers l'histoire, qu'il y avait des phénomènes de rattrapage. Il y aura des rattrapages techniques, on peut les situer au deuxième semestre. Hein. On aura progressé sur la campagne de vaccination, on aura progressé sur le taux d'immunité collective, on aura probablement réduit un grand nombre de restrictions. Et on aura donc un rattrapage technique de projets qui auront été ajournés, de projets de consommation, de projets de rénovation, de projets d'investissement. En plus, on aura des effets de base, un glissement annuel qui vont nous valoir des chiffres très impressionnants de croissance, puis rattrapage psychologique. Hein. Certains économistes parlent d'effet année folle qui avait suivi la Grande Dépression de 1930. Ce phénomène, on va l'avoir tout le deuxième semestre 2021, une bonne partie de 2022 également, avant qu'il faille gérer l'atterrissage. On va tâcher de faire du soft landing conjoncturel, ça c'est du pilotage. Et puis la grande question qui est au-delà de notre horizon d'aujourd'hui, la grande question c'est comment on va gérer ensuite, parce qu'ensuite on se retrouvera avec les mêmes problèmes du monde d'avant, essoufflement du système de croissance traditionnel, des contraintes environnementales de plus en plus sévères, et puis le grand problème de l'endettement surmultiplié, hein, on aura pris 25 points de PIB d'endettement supplémentaire en l'espace de 2 ans. On était parti de 95-98% de dette, 95% du PIB de dette, et on se retrouvera à 125%. Donc il faudra repartir, reconstruire avec des contraintes encore un peu plus fortes. Mais dans l'entretemps, donc s'attendre à évidemment un trimestre en cours très timide, un rebond au deuxième semestre 2021 qui se poursuivra au premier semestre 2022. Et comme tu le montrais tout à l'heure, en moyenne annuelle, de fait, le bilan 2021 et le bilan 2022 ne sera pas tellement différent, aux alentours de 5%. D'accord. Très bien. Bon, écoutez, quelques perspectives quand même plutôt positives, même si ça reste évidemment fragile. Alors, un petit mot tout de même sur le budget des ménages. Hein, vous connaissez le fait, donc là, le pouvoir d'achat s'est stabilisé. On a un budget qui est plutôt stable. En revanche, hausse de l'épargne. Et sur ce qu'on consomme, on l'a subdivisé par grands postes de communication, données issues des comptes nationaux de l'INSEE, et on suit ça année après année. Ceux avec lesquels on a l'habitude de travailler connaissent bien ce découpage. Ce qu'on observe et ce qu'on voulait simplement porter à votre connaissance, c'est que d'habitude, la décomposition du budget des ménages est extrêmement stable. D'ailleurs, vous pouvez voir entre 2018 et 2019, il s'est quand même passé des choses, eh bien, il n'y a pas quasiment un dixième de pourcentage qui a bougé dans aucune catégorie. C'est vraiment d'une remarquable stabilité sur l'ensemble des postes. Eh bien, 2020, ça a été un petit peu le mélange complet. Des postes, évidemment, ont extrêmement souffert. On parle des loisirs, de la culture, des hôtels, cafés, restauration. Et puis, évidemment, des postes transport, qui a été un des plus touchés. Historiquement, 14% du budget des ménages, le poste transport, achat de véhicules, usage des véhicules, services de transport collectif. Depuis de nombreuses années, 14%. Et en 2020, c'était 11,5%. Donc, c'est un budget qui a été perdu dans le budget des ménages, qui a été réaffecté à d'autres postes, notamment évidemment le logement, toutes les dépenses liées aux charges du logement et à l'équipement du logement qui ont beaucoup cru. Également l'alimentaire, qui est aussi un poste très stable, qui a gagné 2 points à 15% compte tenu du nombre de repas à domicile. Eh bien, il va falloir aller rechercher finalement ces budgets dans ces postes-là dans les années qui viennent. Et on voit que sur 2021, on est plutôt toujours sur le trend identique, avec une déformation de ce budget-là, notamment aussi entre les dépenses qu'on appelle contraintes, c'est-à-dire celles qui sont préengagées en début de mois, des dépenses qui sont plutôt arbitrables, sur lesquelles, évidemment, on peut s'ajuster, et ce qui est assez douloureux, effectivement, pour les acteurs des secteurs concernés. Un point aussi donc, sur le e-commerce, quand on regarde toutes les tendances qui ont été accélérées par cette crise-là, le e-commerce qui a pris le relais du commerce physique. Vous voyez à droite l'évolution des ventes entre les ventes en ligne en orange
et les ventes physiques en bleu, la courbe est très différente. Et notamment sur le deuxième confinement, on a eu un vrai rattrapage. C'était les ventes de Noël, le Black Friday, etc. Un vrai rattrapage des ventes physiques par les ventes online. On sent que là, on a commencé à avoir vraiment un effet cliquet sur lequel eh bien, maintenant, les Français se sont habitués dans ces périodes-là à remplacer leurs achats physiques par leurs achats en ligne. Une petite, quand même, on tempère un petit peu ça, c'est qu'aujourd'hui, le commerce de détail, le e-commerce représente à peu près 13% sur l'année 2020 du commerce de détail. Ça veut dire que même dans une année comme 2020, 87% du business a été effectué dans les magasins. Donc, c'est aussi rassurant sur le long terme, sur la place du magasin dans le parcours d'achat des consommateurs. On va toujours aller régulièrement au magasin. Le e-commerce n'est qu'un complément, on l'a bien vu dans cette crise, puisque d'ailleurs la croissance du marché de l'e-commerce n'est que de 8%. C'est la plus faible croissance depuis le début d'émergence de ce marché-là. C'est la première fois qu'il n'y a pas une croissance à 2 chiffres. Alors évidemment, on a beaucoup perdu sur les services, le tourisme, les vacances, les billets de train, mais même sur les produits, ce qu'on remarque, et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a 1,5 million d'acheteurs supplémentaires sur le online, alors qu'on pensait avoir atteint un plafond de verre sur le nombre d'acheteurs online autour de 40 millions, et ben on en a encore gagné 1,5 million supplémentaire grâce à la crise. Donc, c'est des nouveaux acheteurs pour vous sur ces canaux digitaux. Les 3 leviers ont été actionnés, le nombre d'acheteurs, le nombre de transactions par acheteur qui a augmenté et le panier moyen par transaction qui a augmenté, alors même que les transactions les plus onéreuses sur les voyages n'ont pas été à la fête. Voilà pour le e-commerce. Alors, le driver démographique, en un mot, d'habitude, on ne le présente pas vraiment, mais là, on voulait quand même dire un mot dessus parce que vous avez sans doute entendu parler de la baisse très forte de la natalité. Rappelons tout de même que la baisse de la natalité, elle est aujourd'hui structurelle, baisse du nombre de naissances. On était à peu près à 800 000 en 2014 naissances, aujourd'hui on est en dessous de 700 000. Et que là, les chiffres que vous voyez sur 2020, majoritairement, évidemment, c'était des effets qui étaient antérieurs à la crise, puisque les bébés nés de 2020 étaient des bébés conçus avant le début de la crise. Donc ça, c'est surtout un effet naturel, cette baisse de la natalité, qui est liée à une légère baisse de la fertilité, mais aussi à une structure démographique, tout simplement de la baisse de population de personnes en âge de procréer. Donc l'ensemble de ces éléments vont continuer à faire baisser le marché de la maternité et de la petite enfance dans les années à venir, puisque ça va continuer à être le cas. Et vous avez vu en rouge l'effet Covid avec cette fameuse baisse de 14% au mois de janvier des naissances. Au mois de janvier, donc ça correspond à une conception au cours du premier confinement. On s'était posé la question au premier confinement, est-ce qu'on va avoir un baby boom du fait du confinement ou un baby crack? Eh bien, vous avez un élément de réponse ici. En revanche, dans nos prévisions, qui sont issues surtout de notre outil NextTrends, où on allait repérer l'ensemble des éléments qui laissent à penser qu'une personne est enceinte, en début de grossesse notamment, pour faire des projections de naissance d'ici la fin de l'année. Et ça, vous ne le verrez pas ailleurs. C'est vrai que c'est un peu contradictoire à ce qu'on entend beaucoup dans la presse, mais nous, ce qu'on anticipe de ce qu'on voit sur ces données-là, sur les réseaux Doctissimo, les recherches Google, etc., qui nous donnent quand même des indications sur ce que les gens recherchent en début de grossesse ou lors de la conception, eh bien, on prévoit un baby boom au deuxième semestre 2020, autrement dit un rattrapage des naissances qu'on n'a pas eu en fin d'année dernière et en début de cette année, lié notamment à l'incertitude sur la crise du Covid. Ce serait plutôt une bonne nouvelle de pouvoir repasser cette barre des 700 000 naissances et évidemment, on aura des impacts sur vos marchés puisque un nombre important de personnes enceintes sont attendues au deuxième semestre. Sur la partie sociétale, toujours dans ces drivers, et on va aborder donc ensuite les 5 tendances, mais c'est important de bien factualiser ces drivers. Il y a évidemment le sujet de la santé mentale. Alors, on l'avait un peu abordé dernièrement, et puis on se rendait compte qu'en 2020, enfin, nous, notre avis, c'était qu'en 2020, l'impact de la crise sur la confiance des ménages, qu'on a vu tout à l'heure, et sur la santé mentale des ménages, n'était pas si dramatique que ça, compte tenu du caractère complètement exceptionnel de la situation que nous avons vécue. On ne peut pas dire la même chose aujourd'hui. Concrètement, depuis la fin de l'année, en gros, l'arrivée de l'hiver et puis ce confinement du mois de novembre qui a été douloureux pour le moral, eh bien, on voit qu'on a des indicateurs qui deviennent très inquiétants sur l'aspect de la santé mentale des Français, avec une hausse des tentatives de suicide telles que nous, on les repère sur les réseaux également, des situations de dépression, des situations de stress, surtout chez les jeunes, puisque aujourd'hui, un jeune sur 5 de moins de 25 ans qui se déclare en trouble dépressif.
Donc, c'est 2 à 3 fois les taux habituels. Donc, c'est beaucoup, c'est beaucoup. On ne voit pas, évidemment, dans les semaines qui viennent, ce taux baisser. Et c'est quelque chose qu'il faudra surveiller parce qu'on atteint des niveaux qu'on n'a jamais connus, en tout cas sur ces dernières années, avec la tendance de long terme est plutôt entre 5 et 10%, et que là, en moyenne France, on est plutôt autour de 23%. Dans les autres drivers qui sont sous-jacents, le driver écologique qu'on suit également depuis un moment, avec toujours une sensibilité sur les sujets écologiques très forte chez les Français, notamment sur des sujets qui sont liés au gaspillage, dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais en tout cas, c'est un sujet qui concerne énormément de Français. Vous voyez, 90% des Français sont très sensibles au sujet du gaspillage. On a eu l'entrée en vigueur le 1er janvier de la loi anti-gaspillage économie circulaire, qui va avoir des impacts, plastique à usage unique, indice de réparabilité, prospection dans les boîtes aux lettres. Voilà, il y a des petites choses qui commencent à se mettre en œuvre, donc ça, il faudra le surveiller. Et les écolabels en bas, 90% aussi. On va en reparler tout à l'heure. Sensibilité aux écolabels. Beaucoup de sujets écologiques toujours sur la table. Et puis le driver territorial, je crois que c'est le dernier, qu'on a appelé ici la conquête de l'espace. Le driver territorial, c'est notamment ce fameux exode urbain. On l'avait évoqué dans les précédents Trendshakers. Là, on peut vous le dire aujourd'hui, 1 an après, qu'il y a quand même une résistance de cet effet-là, une volonté des citoyens d'aller, pas forcément vers la campagne, mais en tout cas, vous le voyez, 48% vers des petites agglomérations. Ça, c'est un effet qui est très fort. C'était 16% l'an dernier, un rendez-vous quand on multiplie par 3, la part de personnes qui souhaitent aller dans des plus petites agglomérations. Également, on multiplie par 3 les gens qui souhaitent aller à la campagne. Les impacts, c'est qu'évidemment, dans les grosses agglomérations, les ventes immobilières vont chuter. Première fois ici à Paris en 2020, légère chute des ventes immobilières. À l'inverse, forte chute en grande couronne. On va avoir cet effet de périurbanisation. On y reviendra. Le télétravail, évidemment, y est pour quelque chose. Et puis, quand on regarde les top 10 des villes de plus de 100 000 habitants qui ont connu la plus forte hausse des prix de l'immobilier en 2020, on a des villes qui sont des villes qu'on peut considérer comme intermédiaires et qui retrouvent leur lettre de noblesse, notamment on peut parler de Mulhouse, de Limoges, d'Orléans, qui n'étaient pas forcément les villes les plus dynamiques, et vous voyez qui ont connu des hausses des prix de l'immobilier supérieures à 10% en 2020. Donc, redynamisation de ces villes de taille intermédiaire, et là, évidemment, ça a un impact important pour vos réseaux de distribution principalement. Alors, voilà un petit peu pour les grands drivers qui sont sous-jacents finalement à l'époque que nous vivons. Et c'est des drivers qui vont durer plusieurs mois, plusieurs années. Quand vous vous installez à la campagne ou dans les petites villes, vous ne le faites pas juste pour 6 mois, le temps de passer les confinements. Vous le faites pour plusieurs années. Et donc, ça va avoir des impacts très structurels sur la façon dont vos clients et vos consommateurs vont se comporter vis-à-vis de vos produits et de vos marques. Et donc, nous souhaitons vous présenter ces 5 tendances. Alors, un petit point avant d'aborder ces 5 tendances, c'est le rôle que nous considérons aujourd'hui de la crise de la Covid-19 par rapport à ces tendances-là. Pour nous, il y a 2 rôles principaux. Le premier, c'est le rôle d'accélérateur, c'est-à-dire que les tendances qu'on va vous présenter, elles ne sont pas nées de cette crise, elles ont été considérablement accélérées par cette crise-là. Le Covid-19 a joué un vrai rôle d'accélérateur sur tout un tas d'aspects. La modernisation des services publics, avec l'agent public a été contraint d'être beaucoup plus agile, réactif, la digitalisation des TPE, des PME, notamment sur les acteurs du commerce, l'omnicanalité évidemment, avec beaucoup d'acteurs avec lesquels nous travaillons qui nous ont dit qu'ils ont mis en place en production des projets d'omnicanalité qui étaient prévus d'être mis en production plutôt en 2022-2023, donc une vraie accélération de ces projets-là, et puis cette maturité du consommateur par rapport notamment au circuit de production, on pourra y revenir tout à l'heure. Le deuxième aspect, le deuxième rôle de cette crise de Covid-19, c'est celle de brouilleur, véritablement brouiller nos repères entre, je l'évoquais, le normal et l'exceptionnel. On ne sait plus ce qui est du ressort de la situation normale, de la situation exceptionnelle, ce qui est quand même incroyable. Le physique et le digital, on commande en ligne, on va rechercher en click and collect, on ne peut pas rentrer dans le magasin, on prend sa restauration en click and collect également. Donc, un vrai brouillage entre ces notions physiques et digitales, et puis évidemment entre le domicile et le lieu de travail, puisque les lieux également se confondent. Les loisirs et le travail a lieu à la maison. Donc, ça brouille évidemment nos repères par rapport à ça. Alors, les 5 tendances du coup qui ont été accélérées par cette crise du Covid, sobriété, proximité, flexibilité, identité et créativité. Voilà, c'est les 5 tendances qu'on souhaite
mettre en avant aujourd'hui et qui repose sur les drivers que nous venons de présenter, qu'ils soient économiques, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient sociétaux. Nous considérons que ces tendances, aujourd'hui, sont suffisamment ancrées dans la société française pour qu'elles survivent à la crise et qu'elles aient des impacts rapides et majeurs sur vos marchés. Commençons par la sobriété. La sobriété, c'est un concept assez vague, mais vous savez, on en avait déjà parlé dans le Trendchecker de la dernière fois. Eh bien, cette tendance se confirme largement. Là, je lisais un sondage Elab paru ce week-end qui disait que 3 Français sur 4 sont convaincus qu'il faut changer ses habitudes et adopter un mode de vie plus sobre. C'est à peu près le même volume qu'il y a un an, ce qui veut dire que les Français sont toujours dans cette recherche de sobriété. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans un contexte pré-crise qui était déjà propice à ce fameux phénomène de déconsommation. Je le rappelle qu'avant la crise en 2019, c'est la première année où l'ensemble des marchés de la consommation ont décru en volume, c'est-à-dire que les Français achètent moins de pièces, moins de volume sur l'ensemble des marchés, y compris les marchés de grande consommation, qui sont des marchés historiquement en croissance de volume, ne serait-ce que par la croissance démographique, qui fait à peu près un demi-point de croissance par an. C'était à peu près la croissance de volume qu'on avait dans la décennie 2010. Vous voyez, en 2019, les volumes sur les PGC, produits de grande consommation, fait moins 1%. Idem sur le textile, qui est un secteur qui ne va pas très bien depuis un moment, mais principalement pour des effets de valeur, avec la fast fashion, avec l'achat, la baisse du prix moyen par produit. Eh bien, pour la première fois aussi, en 2018-2019, il y avait des pertes de volume sur l'univers du textile. Et on pourrait faire ça sur l'ensemble des secteurs. Les voitures neuves, ça fait un moment que sur la partie des ménages, on a une baisse du marché des voitures neuves en dessous d'1 million d'immatriculations, qui est rattrapée en partie par les entreprises, mais sur les ménages, on est en baisse. On est en baisse aussi sur les smartphones, sur l'IFI, sur la TV. Donc, sur l'ensemble des grands marchés d'équipement, on est en saturation du marché et donc on est déjà, avant la crise, dans une problématique de volume sur ces marchés-là. Alors, nous, on considère que cette déconsommation, eh bien, elle va s'amplifier dans les mois et les années à venir sur 3 domaines. Le premier domaine, c'est la baisse du suréquipement, en bas à gauche. Baisse du suréquipement parce que je vous l'ai dit, on est dans une saturation d'équipement, parce qu'aujourd'hui, on se dit que finalement, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une 3e télé quand on en a déjà 2, un 2e véhicule, alors qu'on n'en a pas un usage intensif. Donc, les drivers qui sont derrière cette logique-là, c'est l'urbanisation, parce que quand vous êtes dans une zone très urbaine, eh bien, vous avez une offre alternative, que ce soit pour des biens d'équipement du foyer, mais surtout évidemment pour l'automobile. Le pouvoir d'achat qui, stagnant, quand vous ne gagnez pas forcément beaucoup plus, vous n'allez pas forcément acheter des produits qui ne vous sont pas forcément très utiles. Et puis, le développement, par exemple, de l'économie collaborative, où sur un besoin, on va dire, complémentaire, eh bien, vous pouvez aller faire de l'autopartage ou du covoiturage quand vous avez besoin d'un véhicule supplémentaire pour un temps donné. Donc là, on sent que le suréquipement, on le voit d'ailleurs dans l'automobile que je prenais comme exemple, c'est le suréquipement qui en baisse. Ce n'est pas l'équipement automobile dans son ensemble, c'est vraiment le fait d'avoir 2 ou 3 véhicules qui est un phénomène qu'on voit moins souvent. Le deuxième pilier, c'est l'allongement des durées de vie produits. Ça, on va en reparler. Plusieurs critères. Le critère économique, évidemment, ayant un peu moins de pouvoir d'achat, on va essayer de faire durer un petit peu plus des produits ou de prendre des produits un peu moins chers qui ont déjà été utilisés, un produit d'occasion. Les critères technologiques, puisque les industriels vont commencer à créer des produits dans lesquels il y a une obsolescence un petit peu plus longue, et puis des critères écologiques, sensibilité écologique des consommateurs à faire durer un petit peu plus leurs produits, notamment à les recycler. Et le troisième aspect qui concourt à cette baisse des volumes, c'est la premiumisation du marché. Là aussi, les drivers, c'est quoi? C'est la logique écologique de prendre des produits plus respectueux de l'environnement et donc, en général, plus chers. Également bénéfique pour la santé, donc avec des ingrédients, par exemple, mieux tracés. Et là encore, ça a un impact en général sur le prix, mais aussi sur la durée de vie du produit. Et puis des produits locaux, là aussi de meilleure qualité, donc qui font durer plus longtemps. Donc l'ensemble de ces facteurs contribuent à ce phénomène de déconsommation, notamment des volumes. Et vous voyez que sur tous les drivers qu'on a mis sur les côtés, ils sont quasiment tous été accélérés par la crise, hormis peut-être celui de l'urbanisation. Tous les autres, la crise a été un accélérateur de ces drivers et donc va sanctuariser cette tendance de sobriété. Alors, la sobriété, on voulait simplement mettre un petit focus sur le marché de l'occasion, puisque c'est celui qui a le plus bougé dans les derniers mois. Marché de l'occasion qui est historiquement très fort dans le secteur automobile. Plus de 3/4 des voitures aujourd'hui vendues sont des véhicules d'occasion. Donc, c'est un secteur qui est évidemment très mature
sur cet aspect-là. Ce n'est pas trop le cas des autres secteurs, mais vous voyez, dans le secteur, par exemple, de la téléphonie, donc des terminaux de téléphonie, on est à 10% aujourd'hui du reconditionné. C'est un marché qui a doublé sur les dernières années. Donc là, on est aujourd'hui largement au-dessus de ce 10%. Et puis le marché de l'habillement, où on est à 5,5%, qui n'était pas un marché évident sur le marché de l'occasion, on va en reparler. Et là aussi, qui est un marché qui double chaque année, qui fait plus de 2 milliards d'euros aujourd'hui. Donc c'est évidemment un très gros marché que les marques ne veulent pas voir échapper. Et on commence à voir une maturité finalement du consommateur par rapport à l'achat de produits d'occasion dans des secteurs où c'était un petit peu moins évident que dans l'automobile. Quasiment 20% aujourd'hui des personnes interrogées dans l'observatoire de l'Obsoco qui a eu lieu récemment disent avoir acheté un produit d'occasion pour les fêtes de fin d'année. Donc ça commence à être quelque chose qui s'instaure véritablement dans les comportements des ménages. Le marché de l'occasion, juste un mot, a porté aussi le marché automobile en 2020. Ce n'est pas neutre, un marché qui a été fortement perturbé en 2020, moins 21% sur le marché des particuliers neufs, moins 4% seulement sur le marché de l'occasion, et plutôt sur des véhicules d'occasion assez anciens. Donc l'adaptation des ménages pour faire appel au marché de l'occasion. Alors revenons plutôt aux vêtements, parce que là, il y a un vrai changement sur ce secteur-là. Vous avez à gauche l'évolution des habitudes d'achat sur des vêtements neufs, et vous voyez que plus de la moitié des répondants, toujours observateur Obsoco, ont diminué leurs achats de vêtements neufs dans l'année 2020. Donc une baisse des achats de vêtements neufs, tous canaux confondus, évidemment. Et vous voyez à droite une hausse de 18% de l'achat des vêtements d'occasion. 18% des répondants disent avoir augmenté leur achat de vêtements d'occasion. Donc c'est quand même très très fort en termes d'évolution comportementale. On commence à avoir des circuits qui se créent. Un point sur l'aspect générationnel par rapport à cet effet-là, parce que là aussi, c'est une clé de lecture qui est intéressante. Vous savez, quand il y a des grandes tendances comme ça qui s'ancrent, il y a trois possibilités. C'est soit vous avez un effet dit d'époque, c'est-à-dire un effet qui arrive à une date donnée et qui touche de façon similaire l'ensemble des catégories d'âge. Soit vous avez un effet d'âge, c'est-à-dire un effet qui augmente, une tendance que vous augmentez au fur et à mesure de votre position dans le cycle de vie. Soit vous avez un effet de génération, c'est-à-dire un comportement que vous allez acquérir dans vos jeunes années et que vous allez conserver tout au long de votre vie. Et bien ici, sur ce point-là, nous considérons que nous sommes en face d'un effet générationnel, c'est-à-dire un effet qui va toucher certaines générations et que ces comportements-là, ils vont les conserver tout au long de leur vie. Là, issu d'une étude sur les US, alors on met quelques chiffres US dans cette présentation ici parce que c'est des tendances qui sont souvent nées aux États-Unis et qu'on voit à chaque fois arriver en France. Donc, c'est un exemple qu'on prend souvent, on regarde souvent ce marché-là parce qu'il a une très bonne capacité d'anticipation sur le marché français, notamment donc, sur le textile. Et ici, on est sur le textile, les accessoires, les chaussures. Vous voyez, 40% de la génération Z, moins de 25 ans, achètent aujourd'hui des produits d'habillement, des produits textiles de seconde main. Donc, c'est, on va dire, une lame de fond sur cette génération-là. 10 points de plus aussi que la génération des millennials. Donc là, on passe encore un cap suivant en termes de génération. Et puis, un mot sur les différents acteurs. Vous les connaissez, mais simplement pour dire que les acteurs aujourd'hui qui réussissent sur le marché de la seconde main dans le textile, ce sont principalement des marketplaces. Voilà. Le gros rôle des marketplaces par rapport à la capacité d'offrir un large panel de marques et souvent des grandes marques à des prix réduits. Et donc, le critère économique, à ce moment-là, rentre en jeu. Vestiaire collective sur des marques vraiment de luxe. Et puis, Vinted, que vous connaissez évidemment avec un succès très, très important en France. De la 10% de croissance dans un secteur qui fait moins 20 sur l'année 2020, c'est quand même une performance très notable. Et vous voyez des acteurs comme La Redoute qui aussi ont lancé leur marketplace de seconde main dont on attend avec impatience les premiers chiffres. Sur les monomarques, c'est un petit peu plus compliqué. Ils n'ont pas encore trouvé vraiment la martingale pour pouvoir proposer une offre de seconde main dans leur réseau. Ceux qui y sont arrivés pour l'instant, comme Cyrillus, comme Petit Bateau, eh bien, ils ont deux critères positifs. Celui d'être sur le marché de l'enfant, premièrement, qui est un marché qui est très adapté à la seconde main, puisque les enfants portent 1 ou 2 ans leurs vêtements en moyenne, et puis d'être sur un marché plutôt premium, évidemment, pour la durabilité des produits. On attend de voir un petit peu comment les autres marques vont se positionner, mais on voit déjà beaucoup des systèmes de consignes qui se mettent en place et qui, à notre sens, ont pas mal de potentiel. Le fait d'acheter un produit de 30 € et d'avoir finalement la garantie de pouvoir le revendre, par exemple, 10 € dans 2 ou 3 ans. Et donc, finalement, le consommateur considère qu'il n'achète le produit que 20 €. Donc, c'est ce système de consigne qui commence un petit peu à émerger
de part et d'autre. On pourrait même presque dire que c'est la location avec option d'achat, finalement, si on poussait le trait, pour ceux qui sont familiers avec le secteur automobile. La deuxième tendance qu'on souhaite porter à votre connaissance, c'est cette fameuse tendance de proximité, de production locale. On va la décrypter ensemble. Vous l'avez sans doute vu sur vos marchés. On va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière. Le premier niveau, qui est vraiment très, très clair, c'est cette notion on va appeler de patriotisme économique, parce que là, on est vraiment dans cette logique-là de consommer des produits français. Et on voit que l'aspect écologique, finalement, il redescend un petit peu dans l'importance de cet effet-là, et que c'est vraiment l'effet de soutenir la filière française, qui est très important pour les consommateurs. 2/3 d'entre eux disent qu'ils ont augmenté leur consommation de produits français. Les produits qui sont les plus touchés, l'alimentaire, la beauté et le textile. C'est très clairement les 3 secteurs qui aujourd'hui bénéficient le plus de cette tendance Made in France, qu'on avait vu un petit peu avant la crise, mais là, clairement, qui a considérablement augmenté depuis le début de cette crise de la Covid-19, donc depuis le printemps dernier, une croissance assez importante des recherches de produits français. Et vraiment, là, on le voit, les gens recherchent sur Google ou sur Insta des marques clairement identifiées comme Made in France. Et ils vont aller un petit peu plus loin pour comprendre aussi le process de production et voir vraiment la localisation réelle du produit. Vous avez des marques, par exemple, dans notre top tendance, sur les carnets de tendance, sur la chaussure, une marque comme Jules et Gênes, par exemple, qui marche très, très bien. Et voilà, des acteurs dans d'autres secteurs, comme avant aussi dans la beauté, qui est dans notre top 3 sur le carnet de tendance beauté. Voilà, sont des marques qui performent excellemment bien et qui mettent en avant, bien entendu, le Made in France. Et ça correspond vraiment à tous les secteurs. Vous voyez, De Vialet, qui est une marque d'IFI, qui est assez connue. Donc, tout la IFI de Vialet est faite en France, et aussi une marque qui fonctionne bien dans un secteur qui a été très perturbé. Vous voyez, une marque très en croissance. Sage, un atelier parisien de textile aussi très positionné. Vous voyez, a connu aussi cette croissance très forte au deuxième semestre. Il y a même des marques comme Linvauge, une marque historique qui a plus de 100 ans du groupe Cyrillus, qui est très identifiée comme marque régionale. Un des leaders sur le marché donc, du linge de maison, a connu une croissance exceptionnelle en 2020, bien supérieure à celle du marché. Donc, on est vraiment sur des signaux qui sont très positifs pour ces marques-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre à tout prix le petit logo, le petit drapeau français sur tous les produits. Voilà, il faut quand même faire un petit peu attention. On estime qu'à force de trop le faire, les consommateurs vont un petit peu se mettre à l'intérieur et va regarder entre ce qui est dessiné en France, ce qui est assemblé en France, ce qui est vraiment produit en France. Eh bien, il va faire lui-même le tri. Ce qu'on voit, c'est que ce sont vraiment les marques qui sont nativement sur ce créneau-là qui, évidemment, recueillent les lauriers. Le deuxième aspect sur la proximité, c'est évidemment la consommation en circuit court. Alors, vous voyez, ça, ce sont les top tendances que notre moteur nous ressort, donc les plus grosses croissances qu'on voit sur un certain nombre de tendances de consommation. Donc, les tendances en circuit court, les commerces de proximité qui continuent à connaître un dynamisme très fort, je vais en parler après, les labels de provenance, et puis, ce qui est vraiment nouveau, les marketplaces de producteurs locaux. C'est-à-dire que les producteurs locaux aujourd'hui, ils s'organisent sur le digital et ils créent des marketplaces pour pouvoir être mis plus facilement en relation avec les producteurs de votre région. Et là aussi, gros succès pour ces marketplaces. On peut en parler, c'est celles qui sont en bas, en tout cas les 3 plus grosses qui sont sorties dans notre détecteur comme ayant connu les plus fortes croissances, Pour de Bon, Épicerie et Olka, qui sont des marketplaces qui mettent en avant les producteurs de vos régions. Et puis sur les commerces de proximité à gauche, vous voyez que ceux qui performent le plus, ce sont les primeurs, qui sont ressortis de notre analyse. Et ça correspond bien aussi avec les tendances culinaires. On n'a pas le temps de vous les présenter là, mais on pourra en rediscuter. On voit que les tendances culinaires à la maison qui ont le plus progressé, ce sont les préparations de légumes, à base de légumes. On est toujours dans cette logique de végétalisme. En revanche, la boucherie est deuxième, donc la viande aussi performe plutôt bien, notamment les viandes blanches ont également connu une belle recrudescence en 2020. Et puis sur les appellations régionales que vous voyez à droite, AOP, AOC, IGP, donc, pour faire simple, AOP, on va être plutôt, vous savez qu'en France, on a 2 grosses filières, ce sont les filières du fromage et du vin. AOP, on va être plutôt sur le fromage, AOC, on va être plutôt sur le vin. On peut classer aussi ces appellations régionales qui connaissent beaucoup de succès. Donc la Normandie plutôt sur le fromage et le Bordelais sur le vin. Voilà pour la tendance de proximité. Donc toujours une recherche de proximité, de production locale, de savoir-faire français. Ce qui est intéressant avec cette tendance,
c'est qu'elle touche très largement la population française pour différents jeux de valeurs. Ça peut être à la fois une logique plutôt de protéger les terroirs, de protéger l'emploi, de protéger les artisans français, et sur une autre logique de valeur, plutôt sur une logique écologique ou de renforcement des communautés qui se mettent en œuvre. Donc l'ensemble finalement de l'échiquier de valeurs de la société française a un intérêt à pousser la relocalisation et les circuits courts. Troisième tendance qu'on veut vous présenter ce matin, c'est la tendance de flexibilité. Alors, flexibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre façon de vivre, et donc mécaniquement dans celle de consommer, eh bien, on rebat les cartes en termes de moments et de lieux d'achat. Là aussi, c'est une tendance qu'on avait anticipée l'année dernière compte tenu de la forte démocratisation du télétravail. Et on souhaite remettre un petit peu au goût du jour les impacts de cette situation exceptionnelle. Donc déjà, vous le savez, forte démocratisation du télétravail. Depuis le début de la crise, on n'a jamais retrouvé vraiment les taux de présentiel qu'on avait avant la crise. Probablement qu'on ne les retrouvera jamais. Mais on a à peu près un temps passé sur le travail qui est de l'ordre de moins 27% par rapport à ce qu'on avait avant la crise. À l'inverse, évidemment, le temps à domicile a augmenté. Pas dans les mêmes proportions, parce qu'on va voir que toutes les personnes ne sont pas touchées. Mais évidemment, c'est un temps passé à domicile, et donc à domicile, on a moins de mobilité, on a un rapport aussi au digital qui est largement différent. Et on a voulu faire l'exercice d'estimer l'impact à long terme de ce télétravail. Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les actifs français, c'est à peu près 29 millions de personnes, actifs au sens INSEE du terme, au sens donc, très large. Donc c'est la moitié de la population, même une petite moitié de la population déjà. Deuxième chose, c'est que d'après l'enquête du ministère du Travail publiée à la fin de l'année 2020, seul un tiers des actifs peuvent réellement télétravailler sans difficulté. Un tiers. Donc déjà, ça diminue quand même considérablement l'impact. Et enfin, sur ces télétravailleurs, pendant les confinements et les recommandations du gouvernement, il n'y avait déjà que 70% d'entre eux qui télétravaillaient. Au moins une journée. Hein. Donc 30% de ceux qui disent pouvoir télétravailler, même au plus fort de la crise, ont continué à venir en présentiel 5 jours sur 5. Donc, on n'a pas encore complètement cassé les habitudes, notamment en France. Hein. On sait que d'autres pays européens sont plus matures que nous sur le sujet. Mais on a bien avancé et on estime, nous, que sur l'ensemble des actifs, il y a à peu près 16% de ces actifs qui vont continuer à télétravailler occasionnellement ou régulièrement dans les mois et les années qui viennent. Donc, ça fait quasiment 5 millions de personnes qui vont gagner beaucoup de temps à leur domicile versus du temps sur le lieu de travail. Voilà. Donc, c'est un impact qui va quand même être très fort, même si, en proportion, il faut raison garder, ça ne concernera pas l'ensemble des actifs. Il faut avoir en tête que la plupart des emplois en France ne peuvent pas être télétravaillés. Alors, comment on se dit que ça va durer? Aussi, en regardant que dans les recherches qui sont effectuées par les Français, on va être beaucoup aussi en phase de recherche sur des produits qui sont, pareil, des produits impliquants. Quand vous allez créer chez vous un espace de bureau, quand vous achetez un siège ergonomique, des souris, des écrans d'ordinateur, etc., pour vous équiper, ce n'est pas simplement pour les 3 mois qui nous séparent, on va dire, de la sortie de crise, on l'espère, puisque là, ce sont des chiffres de février 2021. Donc, toujours sur cette période-là, on a des achats encore très forts sur des équipements à domicile qui nous laissent donc penser qu'il y a une adaptation des comportements et qu'on cherche à poursuivre le télétravail à domicile. Alors, pareil, des éléments qui sont issus de nos carnets de tendances qui nous intéressent particulièrement parce qu'on regarde les impacts dans le marché de l'habillement. Et là, on est en train d'arriver sur une tendance que nous appelons, nous, le Zoomwear, donc le fait de s'habiller pour le Zoom, c'est-à-dire être assez classe en haut et assez confort en bas. En réalité, quand vous regardez les top produits qu'on observe sur les réseaux, c'est assez édifiant de voir qu'effectivement, on va avoir en bas tous les bas qui sont en croissance aujourd'hui. C'est du jogging, du pyjama ou du legging. Donc, c'est vraiment des bas confort. Évidemment, après, tout ce qui est chaussons, pantoufles, etc., ont une croissance exceptionnelle. Le pyjama également retrouve ses lettres de noblesse, à l'inverse de ce qu'on appelle le workwear, donc tout ce qui est costume, talons, cravate, tailleur, etc., qui ont des décroissances très importantes. Donc, il y a un vrai impact sur le marché de l'habillement, cette logique de télétravail. On a pu le mesurer. Vous savez que les loisirs aussi et le sport sont concernés. Il y a beaucoup de fermetures des lieux de loisirs. Les Français s'adaptent. Et là encore, sur des logiques d'équipement à long terme, quand vous achetez un banc de musculation, un tapis de course, un vélo elliptique, vous ne l'achetez généralement pas pour 2 ou 3 mois, vous l'achetez pour une durée plus longue, même si c'est assez difficile de maintenir ces habitudes sportives dans la durée.
bien voilà, c'est des investissements qui font qu'on ne retournera peut-être pas à la salle de sport, en tout cas qu'on vivra son sport un petit peu différemment. Voilà le type d'indicateur qu'on mesure. Et le dernier élément sur cette tendance qu'on voulait porter à votre connaissance, c'est celle du temps, des temps d'achat. C'est un aspect qui est quand même très important. On est une société qui est vraiment tournée sur des séquences de peak hour, le matin, le soir et le samedi, qui vraiment rythment la vie de la société. Et on voit que l'impact aujourd'hui du télétravail sur ces moments d'achat va être important. En haut à gauche, vous avez le graphe qui indique l'évolution du trafic dans les lieux d'alimentation et les pharmacies. On a pris ceci puisque c'est des lieux qui n'ont pas fermé sur les différentes périodes. Et c'est issu du Google Index, hein, donc c'est la géolocalisation des smartphones qui nous permet d'identifier l'évolution du trafic dans ces lieux-là sur les différents jours de la semaine. Alors évidemment, sur tous les jours de la semaine, il y a une baisse du trafic par rapport à l'an dernier, compte tenu de la crise que nous vivons. Mais vous voyez que les jours sur lesquels la baisse est la plus faible, c'est le mardi, le mercredi et le jeudi. À l'inverse, les jours forts, vendredi, samedi, lundi, sont des jours qui ont connu des baisses plus importantes. Ce qui veut dire qu'il y a une redistribution des moments d'achat en faveur des moments qui étaient habituellement les plus faibles. Et donc, on va aplanir, si vous voulez, les peak hours et les moments d'achat les plus importants. En bas à gauche, vous avez l'indicateur sur les recherches d'horaires d'ouverture. Là, à l'inverse, ils sont en forte hausse parce qu'on cherche à savoir, évidemment, si les lieux sont ouverts compte tenu du contexte sanitaire. Donc, la hausse n'est pas surprenante, mais là encore, vous voyez que les jours où on recherche le plus les horaires d'ouverture et donc potentiellement on a envie de se déplacer pour aller acheter, c'est le mercredi et le jeudi, des jours qui sont censés être un petit peu plus faibles que le lundi, le vendredi et le samedi dans les comportements d'achat des individus et des ménages. Donc, ça concourt à un aplanissement de ces jours d'achat. Idem sur les heures. Alors là, on verra un peu avec les données au fil de l'eau comment on va voir ça, parce que là, c'est vrai qu'avec le couvre-feu, c'est assez difficile d'en savoir plus. Mais si on prend juste un exemple d'un magasin parisien, par exemple, en 2019, vous avez des horaires d'affluence sur un jour comme le mardi qui vont être très forts en fin d'après-midi, début de soirée à la sortie des bureaux. Et vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez, malgré le couvre-feu qui change un peu les choses, mais voilà, c'est très, très aplani dans la journée. Et c'était simplement rigolo de montrer que le peak hour maintenant, c'était 15 heures le mardi, le peak hour de ce magasin-là. Ce n'était plus 18 heures ou le samedi. Voilà, donc des moments de trafic qui vont vraiment se répartir dans la semaine. Et là encore, compte tenu de la démocratisation du télétravail, du fait qu'il va perdurer, ça va avoir quand même un impact long terme important. Un mot sur la quatrième tendance, qui est la tendance d'identité. Alors, la tendance d'identité, elle est issue évidemment de cette mouvance sur la libération de la parole, qui est antérieure à la crise également. Mais là aussi, la crise a joué un rôle, je dirais presque catharsique par rapport à cette tendance-là, compte tenu du fait que tout le monde ait pu donner un petit peu son avis sur les différents réseaux, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit dans les groupes WhatsApp avec ses amis, sa famille. Le contexte sanitaire a poussé certains à vraiment parler, du contexte, à parler de la situation, à parler de sa situation personnelle et contribuer aussi à continuer à libérer la parole sur les problématiques qu'on a de racisme, de sexisme notamment, sur lesquelles cette tendance existe depuis déjà 4-5 ans dans la libération de cette parole-là. On va voir que ça va avoir beaucoup d'impact aussi sur la façon dont chaque personne va percevoir ensuite sa position dans la société, bien entendu, et sa consommation dans un deuxième temps. Et le premier chiffre qu'on voulait vraiment montrer à votre connaissance, c'est celle qui concerne la bisexualité, la binarité et ce que les Américains appellent le gender fluid, qui est une tendance qui est très importante, que vous n'avez peut-être pas forcément complètement en tête. Deux chiffres qui sont pour moi assez édifiants. Le premier à gauche, c'est 14%, ça c'était juste avant la crise déjà, 14% des 18-44 ans se définissent comme ni homme ni femme, 14%, une personne sur 7, quand même très important, parmi les moins de 45 ans. Et vous voyez toujours cette lecture générationnelle à droite. Là aussi, nous pensons qu'on est en face d'un effet générationnel avec des différences très très fortes, y compris des différences très fortes entre les millennials et les générations Z. On a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé des millennials pour adapter évidemment votre offre, mais on va peut-être avoir un séisme plus important encore entre la génération Z et les millennials qu'entre les millennials et les générations précédentes. Seulement une personne sur deux dans la génération Z considère être attirée par une personne du sexe opposé, donc dans la définition traditionnelle de l'hétérosexuel. Ce qui veut dire que vous avez une personne sur deux qui est potentiellement homosexuelle, mais surtout qui a une flexibilité dans son orientation sexuelle, dont 21% se disent
attirés par les deux sexes. Donc là aussi, on est sur quelque chose de considérablement nouveau par rapport aux générations précédentes. Vous voyez que par exemple, sur la partie homosexuelle qui est tout en bas, il y a une certaine stabilité. Les sociologues ont beaucoup étudié, on sait que c'est à peu près stable. On a souvent ce chiffre de 10% selon les civilisations, selon les époques. Mais cet aspect d'avoir vraiment un entre-deux qui se dessine, ça, c'est relativement nouveau, ce gender fluide. Et donc, on va être dans une logique beaucoup moins binaire de la façon dont on structure aujourd'hui la société et donc les offres et les produits qui vont être proposés. Là aussi, sur ces tendances-là, on a beaucoup d'indicateurs qu'on regarde. Et vous le voyez, c'est vraiment celui de non-binary, donc le fait de vraiment que cette notion de non-binaire, peut-être même de troisième genre, qui a le plus cru sur ces derniers mois. On va aussi parler de la tendance d'inclusivité, évidemment, mais ce sont des tendances qui vont avoir des impacts assez importants. Sur la tendance d'inclusivité, celle qu'on peut retenir, c'est celle qu'on a appelée le body positivisme, donc le fait vraiment d'avoir une inclusion de l'ensemble des morphologies, de l'ensemble des carnations, notamment dans l'habillement. Vous avez ici beaucoup d'exemples dans le secteur de la lingerie, qui est un secteur qui est très, très évidemment touché par cette nouvelle tendance, avec des marques comme Fenty, qui est la marque de Rihanna, qui a vraiment accentué là-dessus sur le fait d'avoir toutes les tailles, de mettre en avant vraiment toutes les morphologies. C'est une tendance qui augmente très nettement dans le secteur de la mode, 48% de croissance, plus de 15 millions de mentions sur Instagram, telles qu'on les a récupérées aujourd'hui, sont relatives de près ou de loin à cette tendance du body positivisme. Donc évidemment, continuité du mouvement MeToo et volonté de s'affirmer dans son corps est une tendance très forte. Alors évidemment, ça a cet impact sur la partie mode. Il y a beaucoup de marques qui nous disent, mais est-ce qu'il faut qu'on crée un troisième genre, c'est-à-dire un genre homme-femme et puis on aurait mixte. C'est clairement pas la direction dans laquelle on pressent que ça va aller. D'ailleurs, toutes les marques qui ont lancé des collections mixtes, eh bien, les résultats ne sont pas forcément là. Parce qu'on ne recherche pas forcément la collection mixte dans laquelle ce serait assez neutre. On cherche justement des choses très fortes, très aspirationnelles, et donc une batterie très large finalement de codes, de couleurs, de styles, etc. Et ce qu'on voit d'ailleurs sur le prêt-à-porter, ce que disait Pierre-François Lelouet, c'est que l'objectif du consommateur, c'est d'avoir un vêtement qui est adapté à sa morphologie. Donc finalement, on arrive à avoir des choses qu'on voit un peu dans l'automobile, qui est finalement de dire, moi je veux ce véhicule-là, je vais attendre 6 mois que le véhicule soit livré, et ben, on va avoir la même chose pour les vêtements sur mesure ou du demi-mesure. Et vous voyez tous les mots-clés qui ont augmenté de façon très nette sur les derniers mois, eh bien, c'est des choses qu'on avait déjà depuis quelques années, mais qui avaient une croissance finalement assez confidentielle. On faisait du marquage à chaud, on personnalisait un petit peu des pulls, etc. Mais là, on a vraiment une tendance très, très forte. On a triplé, on a quadruplé des recherches Google sur des choses vraiment personnalisées, sur une expérience d'achat aussi personnalisée. Là, on est vraiment dans l'essor finalement de cette tendance-là qui vivotait depuis quelques années. Je parlais de l'automobile, on peut le dire aussi ici, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des acheteurs dans l'automobile configurent leur véhicule en ligne, avec ou sans l'aide d'un vendeur, mais que dans la très grande majorité des cas, ils vont acheter le véhicule qu'ils ont configuré. Donc, on n'est plus vraiment dans cette situation où je vais acheter le véhicule un peu standard que tout le monde a, ou bien l'opportunité d'avoir un véhicule de démonstration que je peux acheter parce qu'il est disponible tout de suite. Non, je préfère attendre 6 mois et avoir la couleur qui est ma couleur, avoir les options, les finitions qui correspondent à ce que je souhaite, à ce que j'ai configuré. Donc, on est vraiment dans la personnalisation de l'offre et ça va poser vraiment des questions de profondeur de stock. C'est difficilement compatible avec la consommation de masse. On est sur une consommation individualisée qui est plutôt compatible avec la logique de relocalisation qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis la dernière tendance, on arrive quasiment au bout de ce webinaire, mais on va aborder cette dernière tendance qui est la réappropriation des savoir-faire, aussi une tendance qu'on avait beaucoup observée pendant le premier confinement et dont on avait estimé qu'elle aurait des impacts moyen et long terme, et on va voir dans les chiffres que c'est effectivement le cas. Alors, je passe très rapidement sur le do it yourself dans la cuisine. Ça, vous l'avez entendu parler, vous l'avez peut-être fait vous-même. Voilà, les Français se sont retrouvés cuisiniers et ont surtout fait des choses qui ont plutôt l'habitude d'acheter à l'extérieur, le pain, les pâtes, les pizzas, etc. Donc des aliments qu'ils ont confectionnés eux-mêmes. On voit sur toutes les tendances qu'on a par rapport à cette macro-tendance de créativité, eh bien, elles ont toutes des croissances très positives. Le fait maison alimentaire, je viens de l'évoquer. Le batch cooking, l'aspect de cuisiner l'ensemble des plats de la semaine le dimanche, ou en tout cas de cuisiner en une fois l'ensemble des plats de la semaine pour éviter le gaspillage.
et puis pour avoir une variété de cuisine importante, plus 185. Le fait maison on the go aussi, gros potentiel, donc sur la lunchbox, quand appartement ou les restaurants sont fermés, ceux qui vont travailler en présentiel, beaucoup de lunchbox, c'est une tendance aussi qui était importante et qui continue. Et puis les potagers, le fait de cultiver soi-même. Le do-it-yourself, on le retrouve dans tous les secteurs, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on voulait vraiment continuer à le mettre à votre connaissance parce que c'est une tendance sur laquelle il faut absolument surfer. Là, on le voit dans la beauté, beaucoup de recettes sur la beauté, beaucoup de recettes de masques, on voit dans la couture, on voit dans le jardinage. Donc, le do-it-yourself touche vraiment tous les secteurs, y compris d'ailleurs le secteur automobile. C'était une tendance qui était déjà dans le secteur automobile. Mais aujourd'hui, on a 30% de ceux qui pratiquent le do-it-yourself dans l'automobile qui ont démarré cette entre guillemets, activité pendant les confinements, ou en tout cas entre mars et juillet 2020 de l'année dernière. On avait déjà noté qu'énormément de Français s'étaient occupés de leur voiture pendant cette période-là. Et puis, quelque chose qui était quand même intéressant de souligner, c'est que 41% de ceux qui font du do-it-yourself sont des femmes. C'est un taux qui est supérieur au taux de possesseurs automobiles sur le marché automobile français. Donc, finalement, on pourrait dire que les femmes font plus souvent la réparation automobile que les hommes. Ça peut surprendre, mais c'est la réalité de 2020. Ça montre à quel point ces activités-là se sont restructurées. Et puis, dernier indicateur de cette étude qui va dans cette logique de créativité. On a vu beaucoup de gens faire du do-it-yourself, mais on voit que ça s'est retranscrit sur les créations d'activités. Ça, c'est quand même quelque chose de particulièrement frappant. D'ailleurs, vous voyez, 9% de hausse du nombre d'immatriculations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneurs. On pourrait se dire, il faut être un petit peu fou pour créer une société en 2020. Pas du tout. Sur les micro-entreprises, il y a eu une recrudescence des micro-entreprises en 2020. C'est la première année où on a eu plus de 100 000 marques qui ont été enregistrées à l'INPI. 7% plus qu'en 2019, c'est un nouveau record. On n'a jamais créé autant de marques qu'en 2020. Donc ça aussi, ça a un très, très gros impact sur le marché. Et vous voyez que la demande, le leader sur ce marché de la créativité, c'est Etsy, une très forte demande par rapport à ça. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de masques en tissu qui ont été vendus sur Etsy, mais au-delà des masques en tissu, la bijouterie, le textile, voilà, beaucoup de secteurs dans lesquels on a beaucoup de petits créateurs qui se sont implantés et aussi beaucoup de demandes des consommateurs d'aller chercher quelque chose d'unique, fait main, fait maison, qui correspond à leurs valeurs. Voilà pour cette dernière tendance de créativité. Alors, si on résume dans les 2 dernières minutes cette étude, premièrement, on a un moral des Français qui est profondément touché. On l'a vu tout à l'heure dans la santé mentale, par ce contexte qu'on appelait de crise sans fin, où on espérait finalement pouvoir sortir au moins progressivement de la crise, et on se rend compte que là, on y retourne, on refait des pas en arrière. C'est moralement très difficile, mais ce qu'il y a à noter, c'est que la confiance n'est pas rompue. On est toujours dans une logique de baisse de confiance conjoncturelle et pas structurelle, et c'est ça qu'il faudra surveiller dans les mois qui viennent. Les espoirs de rebond perdurent, mais comme l'a évoqué Eric tout à l'heure, le plus probable, ça reste une reprise en feu de paille. Plus le temps passe, moins les rattrapages seront importants et donc plus la reprise finalement sera courte. Et puis ensuite, évidemment, une période longue pour revenir au niveau d'avant-crise. Les effets cliquets, on l'a évoqué, sur différents aspects de la consommation, l'allongement des durées de vie produits, ça c'est vraiment très très net dans les comportements d'achat des Français, la relocalisation des unités de production, en tout cas la sensibilité de vos consommateurs à aller vers des produits locaux et notamment français de façon générale, la redistribution des circuits de mobilité, notamment liés au télétravail, et le fait de pouvoir potentiellement habiter plus loin de son lieu de travail va redistribuer les circuits de mobilité et potentiellement sur des trajets de mobilité qui vont être plus longs qu'avant. Le recul de la production de masse au profit du sur-mesure, forte demande là-dessus dans une logique d'identité, et puis l'intégration, le rôle du consommateur final dans la chaîne de valeur comme micro-entrepreneur ou comme intégrateur du produit final. On a vu le succès de marques comme Kitok, par exemple, qui vous livrent des produits. C'est à vous de concevoir derrière votre recette à partir des produits. Eh bien, c'est une logique qui fonctionne bien aujourd'hui. Donc, beaucoup d'impact sur le marché. On pourra en rediscuter lors de nos prochains échanges ou avec celles et ceux avec lesquels nous travaillons actuellement sur évidemment la localisation de votre production, l'aspect circulaire de vos produits, et puis toujours l'innovation servicielle qui sort grande gagnante de la crise, le service en magasin, le service digital,
l'accompagnement sur du tutoriel, du do-it-yourself, voilà, toutes ces logiques servicielles, vous pouvez investir dessus massivement. Pour aller plus loin, évidemment, vous nous connaissez désormais. On a la chance d'accompagner certains d'entre vous sur ces projets-là. Voilà, l'idée aujourd'hui qu'on a, c'est de pouvoir utiliser l'ensemble de ces données pour accompagner votre stratégie, faire un petit peu le tri des tendances qui vont véritablement progresser de celles qui vont bien s'arrêter avec la crise, et différents outils qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir anticiper les comportements de vos clients, l'évolution de vos marchés, sur du monitoring prospectif, sur de l'acquisition, beaucoup de problématiques évidemment de conquête ou de fidélisation des clients qui ont déserté de près ou de loin vos réseaux, vos sites, la détection évidemment des nouvelles tendances et puis tout l'impact sur les maillages de réseaux de distribution. C'est beaucoup de missions que nous avons en ce moment pour s'adapter, adapter vos réseaux à ces mouvements de population très importants que nous observons actuellement et à toutes les mutations de comportement. Voilà, donc on est évidemment à votre disposition pour creuser, pour aller plus loin sur ces sujets-là. Voilà, on est arrivé au bout du temps pour ce séminaire, ce webinaire même, à distance donc. On espère qu'il a pu répondre à certaines de vos interrogations. Peut-être que si on prend 1 ou 2 minutes, peut-être Eva, on peut peut-être prendre 1 ou 2 questions pour celles et ceux qui sont encore avec nous, qui ont encore quelques minutes, pour répondre éventuellement à des interrogations que vous avez par rapport à ce que nous avons dit. Et puis après, évidemment, on vous libérera. Alors, il y a juste une question, enfin, il y a 2 questions, mais il y a une question sur la location, notamment des vêtements. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors oui, effectivement, il y avait une question sur la location des vêtements depuis quelques mois maintenant, mais ce n'est pas revenu dans les tendances qu'on a observées. C'est une tendance qui a un petit peu du mal à décoller, qui ne correspond pas forcément aux attentes premières des consommateurs, parce qu'il y a évidemment un frein dans cette location de vêtements, mais c'est quelque chose sur lequel qu'il faut regarder à l'avenir, et surtout, on croit un petit peu plus à cette logique de seconde main, et donc de potentiellement consigner, entre guillemets, les vêtements, ou de pouvoir en tout cas rapporter un vêtement en échange d'un bon d'achat pour en acheter un autre. Voilà. Cette logique-là paraît un peu plus réaliste par rapport au comportement d'achat d'aujourd'hui que la logique qu'on a aujourd'hui, qui est plutôt en box, qui en tout cas ne ressort pas comme étant très tendance aujourd'hui dans le comportement d'achat. Super. Et une dernière question, au-delà de la provenance, c'est plus au niveau de la confection des produits. Vous parlez de provenance de produits, mais ne parlez pas des produits à faible empreinte écologique, peu énergivores, matières peu polluantes. Est-ce que le consommateur est sensible à la confection des produits? En réalité, assez peu aujourd'hui. Ce n'est pas une tendance qui a beaucoup cru dans les derniers mois. Donc là, c'est vraiment la logique de provenance. Il y a évidemment toujours une partie de la population qui est très sensible aux conditions de production, à la consommation en eau, à l'émission de gaz à effet de serre, évidemment, mais notamment dans le textile, c'est très, très difficile d'avoir une vraie visibilité et lisibilité là-dessus. C'est un peu plus possible dans d'autres secteurs, notamment aujourd'hui l'électroménager et bien sûr l'automobile, où les émissions sont très observées. Mais sur la confection en tant que telle des produits, ce n'est pas véritablement aujourd'hui une tendance que le consommateur arrive à repérer. C'est plutôt vraiment sur la localisation et l'aspect recyclabilité qui a une vraie attente du consommateur. Super, merci pour ton retour. Merci Grégoire pour ce webinaire Trend Checker. Nous allons vous envoyer la présentation ainsi que le replay. Et si vous avez des questions à nous poser, nous vous envoyons nos coordonnées, notamment celles de Grégoire. Merci à toutes, merci à tous et à très bientôt. Merci.